J'ai la lourde tâche de vous présenter en 30 secondes la carrière universitaire très fournie du professeur Gérard Irigoyen. Pour ce faire, j'ai choisi de retenir 3 axes pour synthétiser ses nombreuses activités. Le premier axe a trait à l'essence de notre métier, la recherche et la diffusion de connaissances. Gérard Irigoyen a œuvré dans de nombreux champs, 3 principalement. La finance, la gouvernance et l'entreprise familiale, avec un rôle pionnier dans ces 2 derniers domaines, à l'échelle non seulement internationale, mais aussi française. Cela s'est traduit par un nombre impressionnant de publications, j'ai renoncé à les compter, tant sous la forme de communications, d'articles, de chapitres d'ouvrages. J'en ai compté une dizaine sans prendre en compte les rééditions, comme celle annuelle du Lamy droit du financement, et 2 thèses d'État. Tout ceci avec un souci de transmettre aux étudiants des nombreux diplômes dans lesquels le professeur Gérard Irigoyen est intervenu au cours des années, tant en France qu'à l'étranger. Tout ceci sans oublier également l'encadrement de très nombreuses thèses de doctorat, une centaine. Le second point saillant de la carrière du professeur Irigoyen, c'est la prise de responsabilité. Directeur de diplôme, directeur de l'IAE de Bordeaux pendant 12 ans, président de l'université Montesquieu Bordeaux 4, président et membre élu du Conseil national des universités, membre à plusieurs reprises du jury d'agrégation du supérieur, président et membre du jury d'agrégation du supérieur en Afrique, le CAMES, président fondateur de la Société française de management. Et la liste n'est pas complète. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le service de notre communauté a toujours figuré parmi les priorités du professeur Irigoyen tout au long de sa carrière. Engagement qui a d'ailleurs été reconnu puisque Gérard Irigoyen est chevalier de la Légion d'honneur et commandeur dans l'ordre des Palmes académiques. Le troisième pilier de la carrière du professeur Irigoyen, c'est le développement international. Infatigable voyageur, le professeur Gérard Irigoyen a parcouru la planète au service de l'internationalisation de son université et plus généralement pour soutenir la présence de l'enseignement supérieur français à l'étranger et aider au développement des universités de nos collègues étrangers. Dans ce cadre, il a ainsi été chargé de mission auprès du recteur de l'OPELF-UREF, la branche universitaire de la francophonie. Il a donné des cours aux 4 coins de la planète, il a délocalisé de nombreux diplômes pour se rapprocher des étudiants, il a encadré de nombreuses thèses de doctorants étrangers. N'en jetons plus. Le professeur Gérard Irigoyen est un citoyen du monde qui fait honneur à notre corps et à notre métier. Sur un plan plus personnel, car un portrait fut-il professionnel ne peut faire abstraction de la personne, j'ajouterai que Gérard est un ami fidèle et loyal, un libre penseur qui pense sans n'être qu'un penseur, pour tout dire, quelqu'un avec qui il est toujours agréable de partager la table. Bonjour Gérard. Bonjour Jérôme. Je suis très heureux de vous interviewer aujourd'hui pour cette vidéo portrait de la FNEJ. Et comme il est de coutume, on va dérouler un certain nombre de questions qui vont porter sur l'ensemble de votre carrière. La première question a trait au regard que vous pouvez avoir sur notre discipline, la finance, ses évolutions au cours des années, positives, négatives. Au cours de ces 40 dernières années, j'ai assisté à une évolution du contenu de la discipline finance dans le sens de son enrichissement. Au départ, la finance était essentiellement, si vous voulez, une finance institutionnelle, avec un ouvrage qui faisait référence à l'époque, le livre de Georges de Palens, et une approche extrêmement comptable. Et progressivement, grâce aux travaux, si vous voulez, des théoriciens, la finance est devenue de plus en plus scientifique et a trouvé son contenu, si vous voulez, théorique. Il y a eu aussi quelque chose qui, pour moi, a représenté un véritable enrichissement de la discipline, c'est le recours à la théorie des organisations. Notamment, si vous voulez, par l'apport de théories comme la théorie de l'agence,
qui ont contribué largement, si vous voulez, à enrichir ce contenu de la finance. Autrement dit, je considère qu'au cours de toutes ces années, la finance représente à part entière une discipline qu'il est extrêmement intéressant d'enseigner et qui a pu bénéficier de tous les apports de la recherche, si vous voulez, notamment américaine, et qui a su progressivement se dégager également de ses origines un peu strictement économiques. Voilà. Merci. Alors, en faisant le lien sur votre réponse, là on était sur le champ du métier. Si maintenant on en vient sur le métier, quel regard vous portez sur les évolutions qu'ont pu connaître nos activités d'enseignants-chercheurs? Alors, comme vous le dites justement, Jérôme, nous sommes des enseignants-chercheurs. Et là, je porte un regard quelque peu critique sur l'évolution, si vous voulez, du métier. Il est plus facile à quelqu'un comme moi de le dire, si vous voulez, parce que je considère qu'il n'y a pas eu forcément une amélioration de la situation du métier d'enseignant-chercheur. Je considère qu'à l'heure actuelle, en particulier, le nombre d'heures de cours est beaucoup trop élevé pour réserver une place suffisante à la recherche. Je considère, si vous voulez, que le métier n'a pas évolué, selon moi, dans le sens qui convenait. Sans doute, nous sommes nous-mêmes un peu responsables de cet état de fait. Nous avons tous contribué à multiplier les diplômes. Et donc, qui dit multiplication des diplômes, dit multiplication des heures. Mais je considère que notre métier, le cœur de notre métier, certes, c'est de faire de l'enseignement, mais c'est aussi fondamentalement à faire de la recherche. Parce que la richesse de notre métier, c'est d'alimenter nos cours par la recherche. Et quelqu'un qui, aujourd'hui, comme je le constate, passe l'essentiel de son temps à faire de l'enseignement, eh bien cet enseignement ne peut pas, au fond des choses, je dirais, s'enrichir de tous les progrès de la connaissance qu'apporte la recherche. Donc, un enseignement nourri par la recherche. Et donc, je considère que le cœur de notre métier, c'est quand même de la recherche. Qui plus est que, aujourd'hui, à côté de l'enseignement et de la recherche, les enseignants sont appelés à faire de l'administratif. Et donc, ce qui est bien, il faut que, je dirais, que les tâches et les responsabilités administratives soient assurées. Ceci étant dit, tout cela contribue encore à alourdir, si vous voulez, le service des personnes, et donc à faire en sorte que, parfois, certaines d'entre elles peuvent délaisser la recherche. Je considère que ce qui fait la différence entre un enseignement secondaire et un enseignement supérieur, c'est quand même la recherche. Nous sommes des enseignants-chercheurs, et cela est un peu perdu de vue, qui plus est que nous ne sommes pas toujours fondamentalement aidés au niveau du financement de cette recherche. Et donc, par conséquent, je comprends aussi la situation que la rémunération des enseignants étant ce qu'elle est, beaucoup de ces derniers recourent aux heures complémentaires pour, si vous voulez, avoir un revenu décent.
Merci. Alors, toujours un peu dans cette même logique, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des doctorants, donc ceux qui vont, pour la plupart, pas tous, mais en tout cas une bonne partie, embrasser cette carrière d'enseignant-chercheur? Je vais lier cette réponse à ce que je viens de dire. Il est toujours important d'avoir un regard critique au sens positif pour faire évoluer les choses. J'ai, en ce qui me concerne, voué ma vie professionnelle au service public et au service de l'enseignement supérieur. J'en suis très fier. J'ai eu la chance de pouvoir guider beaucoup de jeunes doctorants au niveau de la préparation de leur thèse. Et donc, les conseils que je peux donner se résument en 4 mots fondamentaux. Premièrement, la rigueur. La rigueur. Rigueur, rigueur, rigueur. Il faut être rigoureux. Deuxièmement, la détermination. Il faut être déterminé. Et comme le disait le philosophe Alain, croire que l'on saura vouloir et ne pas renoncer à cette croyance. La route est difficile, mais ce qui est simple et sans intérêt. Rigueur, détermination, confiance. Il faut avoir confiance. Confiance en soi, surtout dans les moments difficiles. Et confiance également dans son directeur de thèse. C'est un contrat moral. Et c'est cette confiance qui ne doit pas être dans un sens de calcul, ni d'opportunisme. Vraie relation de confiance permet d'avancer. Et enfin, je terminerai par humilité. Le chercheur doit être humble, surtout lorsque les résultats qu'il obtient sont importants. Et je crois que plus les résultats qu'il obtient sont importants, plus le sentiment d'humilité doit être lui-même important. L'humilité est une grande chose. Parce que le chercheur, même s'il a obtenu, et ce qui est le cas quand même de bon nombre de recherches, des résultats intéressants, riches, novateurs, eh bien doit toujours penser qu'au fond, il doit encore progresser. Et je crois que les conseils, Jérôme, j'ai essayé de me les appliquer. Je les ai inculqués. Rigueur, détermination, confiance et humilité. Écoutez, je pense que ça sera de bons conseils pour les futurs doctorants. Alors maintenant, on va venir sur des éléments plus personnels, au-delà des jugements sur, et des conseils que vous pouvez donner aux autres, mais peut-être évoquer d'une part une de vos plus belles réussites ou une de vos plus grandes satisfactions, et ensuite non pas un échec, mais un regret que vous pourriez avoir par rapport à votre très nourrie et très riche carrière. Quand on regarde, si vous voulez, quand on monte sur la montagne et qu'on regarde dans la vallée, et la vallée pour moi ce sont toutes ces années passées,
Il y a bien sûr des choses dont on est fier, mais on est fier d'avoir pu contribuer à les faire, en se disant toujours pourvu qu'elles perdurent. Alors, il y aurait beaucoup de choses, si vous voulez, que je considère comme étant importantes, ayant toujours été au service de l'action. Et la chance que j'ai eue d'obtenir grâce à la confiance de mes collègues, des responsabilités administratives, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut faire des choses. Et si vous voulez, il y a quelque chose qui, pour moi, a été important parce que ça s'est fait contre vents et marées. Et c'est ce qui est intéressant, finalement. D'imposer un point de vue. Et seul le pouvoir vous permet de l'imposer, souvent. Qui peut être un pouvoir d'influence, au sens de Mintzberg. Eh bien, je vous dirais, ça me ramène vers les années 95. Lorsque j'ai imposé l'apprentissage à l'université, à une époque, si vous voulez, où personne n'y croyait. Et personne à l'université, j'entends, savait exactement ce que signifiait l'apprentissage. Beaucoup de railleries, beaucoup de moqueries, et quand même la confiance qu'on m'a accordée, bon, si tu te lances là-dedans, on te laisse faire. J'ai créé les sections d'apprentissage à Bordeaux, à l'IAE de Bordeaux. Puis ensuite, j'ai poursuivi en créant, si vous voulez, vraiment un service de l'apprentissage. Et concomitamment, et même avant, si vous voulez, parce que c'est une croyance que j'ai, un autre point de fierté qui était antérieur, mais qui pour moi a été extrêmement important, lorsque je fus élu directeur de l'IE de Bordeaux, c'est d'avoir dédoublé à l'époque les DESS, des DESS, formation initiale, formation continue, pour permettre précisément, si vous voulez, à certaines personnes de pouvoir accéder à un diplôme de l'enseignement supérieur et développer la formation continue. Voilà. Je crois que formation continue, puis, si vous voulez, apprentissage, j'en suis fier. Voilà, j'en suis très fier. Parce que dans le monde universitaire de l'époque, aujourd'hui c'est un lieu commun que d'évoquer ces choses, mais à l'époque c'était pas du tout gagné d'avance et c'était pas véritablement dans les mœurs, en tout cas à Bordeaux. Le regret, écoutez, je ne répondrai pas à cette question parce que vous savez, on fait ce qu'on peut. On a fait des choses, on n'en a pas fait d'autres. Et finalement, quand je regarde tout ça, non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas fait des choses parce que le temps ne m'a pas permis de les faire. Mais ce que j'ai pu faire, je n'ai aucun regret. Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous citer un ouvrage qui a été marquant pour vous, qui vous a inspiré au cours de votre carrière, tant sur le plan personnel que professionnel? J'aime beaucoup cette question. Parce que d'abord, si vous voulez, la lecture m'a accompagné
depuis, je dirais, l'âge de 12-13 ans. Un livre permet toujours une rencontre. Et il y a effectivement un livre qui est toujours d'ailleurs d'actualité pour moi dans ma vie, qui a été extrêmement marquant. Je vais vous dire de quel livre il s'agit, bien sûr, mais j'ai lu ce livre en préparant, à l'époque, une séance de travaux dirigés, quand j'étais étudiant donc, en sciences économiques en 3e année, sur le cours d'histoire de la pensée économique. Et j'avais un exposé à faire sur François Quesnay et le mouvement physiocrate. Et en faisant des recherches, le hasard a fait que je tombe sur un livre qui, au départ, on n'aurait pas pu penser qu'il allait me servir pour faire cet exposé. Et le livre de Michel Foucault, Les mots et les choses. Eh bien, effectivement, non seulement j'ai trouvé en lisant ce livre des développements passionnants sur l'explication du tableau économique de Quesnay, mais c'est un livre qui ne m'a jamais quitté. J'y puise toujours une source de grand plaisir. Il m'a permis d'approfondir l'œuvre de Foucault. Et surtout, si vous voulez, de comprendre ce que les sociologues et les philosophes ont pu apporter en matière de connaissance et de prise en compte du pouvoir. C'est par la lecture de Michel Foucault que j'en suis venu à Mintzberg et au pouvoir dans les organisations. Foucault était un philosophe également du pouvoir, de la compréhension des pouvoirs et du pouvoir. Et si je me suis passionné pour la gouvernance et pour la prise en compte du pouvoir, je le dois sûrement au départ à Michel Foucault. Et ce livre, je peux vous assurer qu'il est toujours proche de moi, et c'est certainement, effectivement, de l'ensemble de tout ce que j'ai pu lire, le livre qui, pour moi, est le plus marquant. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, une dernière question qui va avoir trait à la place importante qu'a occupée au cours de votre carrière le développement international, puisque vous avez beaucoup voyagé, non pas à la fois pour le plaisir, mais également pour le développement de nos universités. Et j'aimerais que vous puissiez nous donner votre avis, un regard sur la dimension internationale de nos institutions, de notre métier, avec peut-être un petit focus sur une région du monde qui vous a particulièrement attiré, dans laquelle vous êtes particulièrement intervenu, l'Afrique. Effectivement, si vous voulez, tout à l'heure vous m'avez interrogé sur les points forts. J'aurais pu retenir l'internationalisation de l'IAE de Bordeaux d'abord et puis de l'université. D'ailleurs, le passage des relations internationales à l'internationalisation. J'ai été dès le départ convaincu de la nécessité pour un établissement d'enseignement supérieur d'élargir son espace, je dirais son territoire. Le territoire d'une université ne se limite pas à l'espace géographique où l'établissement est situé. Le territoire d'une université, c'est un territoire conceptuel. Et j'ai considéré toujours que les étudiants, les collègues formés un peu partout dans le monde, c'était un peu du territoire de notre université.
Oui, je suis à fond pour le développement international. Il n'y a pas pour moi d'établissement performant, au sens de la performance, si cet établissement n'a pas une dimension à l'international. Donc non seulement et bien entendu recevoir des étudiants étrangers pour contribuer à leur formation, comme disait Rudyard Kipling, former les petits dômes. Et permettre à ces petits dômes ensuite eux-mêmes de former d'autres générations. Le développement économique, j'en ai toujours été convaincu, passait par la formation et nous avions, nous, un rôle essentiel à jouer. C'est une de mes valeurs, je le dis parce que j'y crois beaucoup. L'internationalisation permet, par les déplacements qu'il provoque évidemment, de rencontrer des personnes, de les connaître. Et vous savez, moi qui suis de Bordeaux, je reprends toujours à mon compte ce que disait Michel de Montaigne dans les essais, de frotter sa cervelle contre Issel. Donc de frotter sa cervelle contre celle d'autrui pour apprendre à mieux connaître les autres et donc à être plus tolérant. Oui, il y a une zone géographique qui a été chère à mon cœur, on peut le dire comme ça, sans être dans l'émotion, c'est l'Afrique, et l'Afrique subsaharienne en particulier, et l'Afrique maghrébine. J'y ai consacré beaucoup de ma vie, et au départ avec le concours de la FNEJ, qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé à mettre en place un certain nombre de diplômes de 3e cycle, DESS, DEA, et effectivement à encadrer beaucoup de thésards. L'Afrique, pour moi, ça a été un point important dans ma carrière. Et effectivement, j'ai eu le plaisir de présider 3 fois le jury d'agrégation du CAMES, qui a permis de donner à l'Afrique un certain nombre de collègues de très grande qualité. Il y a l'Afrique maghrébine, qui a été importante pour moi aussi, Maroc, Tunisie, où nous avons de très bonnes relations. Je regrette fondamentalement qu'à l'heure actuelle, l'Université de Bordeaux ne comprenne pas bien, semble-t-il, l'importance que peut représenter pour une université les délocalisations. Le fait de partager ses propres diplômes avec des étudiants qui sont dans d'autres pays. Je suis particulièrement attristé de voir qu'un établissement comme l'IAE de Bordeaux aujourd'hui ne soit plus autorisé à avoir des programmes délocalisés. Je le regrette pour l'université. Ça va à l'encontre de tout ce que je vous ai dit et de tout ce en quoi je crois, en tout cas. Merci beaucoup Gérard. Ainsi se termine notre interview et j'ai été très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci à vous Jérôme et moi aussi j'ai été très heureux que vous m'interrogiez.